je vois pas mal de gens qui me disent « Ah, je te souhaite pas la bonne année, ça peut toujours être pire, on sait jamais. » Et bah vous savez quoi? Après avoir vu ces 2 épisodes, je me dis que 2021 pourrait nous réserver quelques surprises positives. Et salut à tous pour cette nouvelle review d'Higurashi Gu, les épisodes 14 et 15. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce qu'il y a eu une pause dans la diffusion des épisodes vers le début de l'année. Et je dois dire que j'avais pas mal d'appréhension sur ces 2 épisodes parce que comme vous l'avez compris, l'épisode 13 était pas mauvais en soi. Mais le bilan était pas non plus méga positif quand on en ressortait. Et on va commencer par le gros morceau tout de suite. C'est bon, on sait enfin où placer ce truc dans la chronologie. Et ça change pas mal de choses. En fait, faut que je vous avoue un truc. Après la sortie de la review de l'épisode 13, je me baladais encore sur Google Images pour trouver des trucs pour ma vidéo pendant le montage. Et en fait, je suis tombé complètement par hasard sur les scans manga de Higurashi Gu. Je savais pas que ça existait en manga, voilà. Bon, en fait, j'avais peut-être pas fait la réflexion, quelque part c'est logique. Mais voilà, ça existe en manga. Je vais pas donner mon avis dessus tout de suite parce que j'attends qu'il y ait plus de chapitres qui soient sortis et je ferai sûrement une vidéo à part, on verra ça. Mais en fait, il y a une scène en feuilletant qui expliquait pas mal de choses et j'ai hésité à faire une vidéo la semaine dernière en plus parce que l'épisode était assez intéressant donc j'aurais pu. Mais je préfère attendre parce que de toute façon en fait j'ai même plus besoin de cette info qui était dans le manga vu que l'épisode 15 confirme tout. Il explique alors que... Enfin bon bref. Globalement donc, je vous disais que je croyais pas au fait que ce soit une suite, parce qu'en fait ça n'aurait aucun sens de faire une suite au tome 8 comme ça. Mais ils ont fait une suite, en fait ils ont à la fois fait une suite et fait une nouvelle version. On pourrait dire que c'est une sorte de suite alternative qui en fait ça se passe obligatoirement avant le tome 7. Obligatoirement. Avant le tome 6 c'est possible aussi, mais l'info qu'on a eu dans le manga plus les infos qu'on a dans ces 2 épisodes montre que c'est obligatoire que ça se passe avant le tome 7. Et en fait, du coup, ça explique pas mal de choses, parce qu'en fait, le déroulement de ces 13 épisodes, c'est quelque chose qui se passe soit après la fin du tome 5, soit après la fin du tome 6, ce qui change honnêtement pas grand chose, mais qui se passe en tout cas obligatoirement avant le tome 7. Et avant de continuer, je précise que du coup, maintenant, pour ceux qui suivaient l'animé et qui connaissaient pas Higurashi, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vais spoiler le VN, voilà, donc en fait c'est... Parce qu'en fait c'est pas moi qui décide, c'est l'animé, maintenant il décide, qui repose sur les bases du VN, donc si je parle pas du VN, je parle pas de l'animé, c'est comme ça. J'ai essayé de pas spoiler dans les épisodes précédents parce que je me disais que bon, il faut peut-être représenter le contexte, on n'avait pas vraiment idée ce que c'était, est-ce que c'était un reboot, est-ce que c'était une suite, on savait pas. Et du coup, bah, voilà, maintenant je spoil, je m'en fous, donc si vous connaissez pas Higurashi, bah, vous pouvez arrêter de regarder Gu déjà, et ensuite, bah, je vais spoiler. Donc allez jouer au jeu. Bon, je vais pas refaire un bilan de mi-saison avec cette information en plus, parce qu'en fait, dans le fond, ça change, parce que tu comprends mieux les intentions. Tu comprends que l'idée c'était pas de faire un reboot en mode résumé et de recommencer la série en mode on va faire 26 épisodes pour compenser, pour faire juste pour le faire, pour faire une espèce de pub qui reprend des éléments du VN mais qui les mixe pour faire un mélange chelou. C'est pas ça l'intention. L'intention c'était de nous représenter le contexte d'Higurashi avec une nouvelle direction que j'avais notée mais que j'avais pas forcément fait le lien entre ça dans les 2 premiers tomes qui était Rika qui effectivement donne les conseils à Keiichi. Voilà, je vous avais fait une petite aparté sur le jeu au passage. Et bah là du coup ça change les intentions mais je reviendrai pas dessus parce que dans la forme ça change rien. C'est toujours un gâchis de l'histoire parce que je suis désolé, tu veux me faire un résumé d'Higurashi, soit tu me fais un résumé de 10 lignes, soit tu me fais tout un animé pour le refaire. Tu me fais pas, ou alors tu te reposes sur les bases de l'animé précédent. J'aime pas l'animé précédent, mais au moins il pose le contexte. Tu refais pas un truc bizarre comme ça juste pour incruster le fait que Rika tente d'aider, parce que c'est tout ce que ces 13 épisodes apportent comme information finalement. Il y a des épisodes que j'ai aimés, mais ça ne marche toujours pas. Voilà, c'est même avec les bonnes intentions. Bah l'exécution c'est zéro quoi, tu fais pas un résumé condensé comme ça où on s'en fout des personnages. Alors à partir de maintenant, encore une fois, je vais devoir considérer les personnages tels qu'ils sont développés dans le VN. Et donc en ce sens là, et bah les critiques que je faisais sur les personnages avant n'ont plus trop lieu d'être, mais reste que bah ça n'améliore pas la qualité globale. D'ailleurs, il y a un nom depuis le début de ces reviews que j'ai pas prononcé alors que n'importe qui connaît Higurashi sait que je devrais le prononcer. Ryokishi. Alors, le créateur d'Higurashi, voilà, qui a écrit le scénario,
du visual novel, de plein de tomes bonus, qui a aidé à participer à la création des animés et des mangas. Bon, je sais pas à quel point ça, mais c'est pas grave. Et qui du coup a annoncé, il me semble, sur Twitter qu'à partir de l'épisode 14, les idées qu'il avait marquées, enfin bref, que sa participation serait beaucoup plus importante. Putain, ça se voit. Parce qu'en fait, les 13 premiers épisodes, j'avais aucune idée du contexte de production et de l'implication de Ryo-Kishi dedans. Mais maintenant, je peux affirmer, mais c'est obligatoire, que le mec a pas mis son nez une seule seconde dans les 13 premiers épisodes. Les producteurs ont dû lui dire, vas-y, ok, on fait ton idée, on fait ton animé, parce qu'en plus, Higurashi, c'est un peu revenu à la mode en ce moment, bon, pas trop, mais... Il y a quand même une activité autour de la série, quoi. Et on va faire ton nouveau script, mais avant on fait un résumé en... Ouais mais attendez, j'ai besoin de que 13 épisodes pour faire mon scénario, mais non on fait 26 et puis on représente le contexte. Et tu sens tellement que c'est comme ça qu'ils ont fait, parce que les 13 premiers épisodes c'est tellement pas réfléchi qu'il y a plus les écrire, c'est pas possible. Tu vas pas me faire croire qu'il s'est dit « Oh trop bien, je vais faire un résumé condensé » où on s'en bat les couilles de tous les détails alors que c'est les détails qui donnent force à l'histoire que j'ai écrite, donc je vais la connaître un peu quand même. Enfin bon, voilà, c'est n'importe quoi. Et à partir de l'épisode 14, tu sens tellement qu'il est impliqué dedans. Je le dis direct, ces 2 épisodes, c'est les meilleurs de tout l'animé. J'aime toujours l'épisode 4 d'un amour fou, mais c'est les 2 meilleurs épisodes de l'animé, c'est tout. Pour le moment en tout cas, parce que j'espère que ça va s'améliorer. Bref, et si j'affirme ça avec autant de conviction, c'est parce que ces 2 épisodes arrivent à faire un truc que les 13 premiers galèrent à faire, se donner une identité, avoir un fil rouge. Se donner une identité déjà parce que c'est pas une reprise de scènes avec quelques scènes originales par-ci par-là, mais qui au final remplissent le même rôle, et qui sont en mode résumé nul. C'est une nouvelle histoire, on reprend l'univers d'Higurashi et on crée des choses qui auraient pu y être mais qui ne sont pas dans l'œuvre d'origine. Comme je l'avais pressenti, l'animé a plus de raison de s'appesantir sur le scénario de base parce que il a résumé la bâclée en 13 épisodes et puis c'est parti. Maintenant, on s'ouvre à un nouveau personnage avec le contexte des tomes précédents pour partir finalement sur un scénario quasiment what if, c'est-à-dire Rika qui perd tout. Et du coup, l'idée c'est vraiment de pousser à bout la base du tome 7, de pas partir sur une histoire qui, du coup, Rika qui apprend à reprendre espoir grâce à Keishi et aux autres, à sauver Satoko, etc. Parce que ça, ils l'ont déjà fait. Ce qui, encore une fois, comme je l'avais dit, comme j'avais prédit entre guillemets dans les reviews précédentes, qui est en fait une manière de briser la résolution. C'est-à-dire qu'on prend la résolution qu'il y avait de base et qui marchait parce que on avait eu tout le contexte avant qui faisait que cette résolution arrivait vraiment comme le Messie, et de la briser, et de briser tous les potentiels échappatoires que pourrait avoir le personnage pour du coup arriver à une situation où elle n'a plus aucun espoir, mais plus rien du tout. Parce que si on résume ces 2 épisodes, elle a perdu Hanyu, sa meilleure amie, celle qui lui a permis de survivre pendant une centaine d'années et d'essayer de se sauver de sa fatalité, de sa propre fatalité. Elle a perdu espoir en ses amis qui pourtant, dans l'épisode 14, nous sont un petit peu présentés encore comme peut-être qu'on va l'aider, peut-être que machin. Je pense que ça va revenir plus tard ça du coup, mais j'y reviendrai après. Et elle a même perdu le petit statu quo qui lui permettait de passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois tranquille avant de se faire tuer. On en arrive dans une situation où Rika n'a plus d'espoir et où en plus elle a un moyen de mettre fin à ses jours, de perdre totalement, mais pas juste de mourir comme elle a pu mourir, parce que c'est une mort qui est au-dessus de ça. Elle abandonne carrément 100 années de combat. Et surtout, elle abandonne tous ses amis, tout le village, elle abandonne tous ses espoirs. Cette mort-là, ce serait la mort la plus importante de tout Higurashi. Même n'importe quelle mort de fragment, ce serait la mort la plus ultime. Je peux pas faire pire. Si tu fais ça, c'est limite, on sait même pas si elle fait ça, ça va pas raser l'univers, parce qu'elle a voyagé en temps machin, etc. Et on sait même pas si elle fait ça, tout le monde du puzzle qu'elle a pu faire et qui lui est rattaché en quelque sorte, et dont elle est le seul réceptacle encore, ne va pas disparaître. Si en faisant ça, en abandonnant contre un univers qui est trop cruel pour elle, elle va pas définir la fin de tout en fait. Bon là je pars un petit peu dans les suppositions fumeuses, mais point de vue narratif c'est ça, c'est-à-dire que si elle abandonne, elle abandonne pas juste une fois, ou elle abandonne pas juste ses propres ambitions ou sa propre vie, elle abandonne carrément l'histoire elle-même.
Parce que nous, on suit l'histoire de la même façon que Rika. Si elle met fin à ses jours, il n'y a plus d'histoire. Elle détruirait Higurashi en entier. On en est à ce point-là d'ultimatum. Et le truc, c'est qu'il y a énormément de choses à raconter avec ça, et que l'épisode amorce très bien d'ailleurs des thématiques qui sont dans le visual novel de base, mais qui n'ont pas été exploitées à fond parce que l'idée c'était plus que quand ça arrive, on est dans une optique de, voilà, on présente le contexte de Rika, toute sa vie autour de machin, qui explique ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, comment elle gère les fragments, etc. pour l'amener à une victoire. Là, c'est pour l'amener à une défaite. Et du coup, il y a énormément de choses à raconter. D'abord, une première chose qui est peut-être un peu secondaire, mais que moi je trouvais qui était sous-exploitée dans le VN, c'était le côté Rika n'est plus une enfant. Elle a passé 100 ans de sa vie à retourner en boucle dans le même mois. Enfin, on nous explique au début qu'elle pouvait remonter jusqu'à quasiment sa naissance et que ça c'est... Mais en bref, elle a passé l'entièreté de sa vie dans ce village pendant plus de 100 ans à reboucler encore et encore pour essayer de sauver sa situation. Elle s'est accrochée à un espoir qui est quasiment perdu d'avance. Et à chaque fois, elle le savait que quand elle retournerait, elle avait une chance sur deux de se faire massacrer. Même pas une chance sur deux, elle avait une chance sur 9 chances sur 10 plutôt, de se faire massacrer. Et pourtant, elle y allait encore et encore et encore. Elle avait de l'espoir grâce à ses amis, grâce à nous, etc. Et du coup, au bout de 100 ans, elle n'est plus la même personne. Son corps est resté le même, celui d'une petite fille, mais elle a vieilli. Et dans une histoire où de base on oppose énormément le monde des enfants au monde des adultes, avec le club et tout le reste du village, et le fait de voir une enfant qui a dû subir encore et encore et encore les atrocités du monde des adultes, qui a rien demandé à personne, mais qui se voit donner des responsabilités par eux, se voit tué par eux, se voit trahi, se voit tout ce que tu veux pendant des centaines d'années, au bout d'un moment tu peux te poser la question, mais du coup, est-ce qu'elle aussi, elle n'est pas habituée à ce jeu-là? Et est-ce qu'elle aussi, pendant toutes ces années, elle n'a pas utilisé les codes de ce monde des adultes, même si elle se donnait une image enfantine au club? Est-ce qu'en arrière-cours, elle n'utilisait pas tous ces stratagèmes, tous ces trucs, alors que de base, c'est une gamine? Elle devrait pas avoir être impliquée dans tout ça. Et pourtant, elle a quasiment été pervertie par ce monde adulte. Et en est devenue une elle-même, forcément, au fil du temps et au fil des magouilles qu'elle a dû faire pour ça. On a aussi une autre thématique qui est amorcée dans les épisodes, c'est le détachement émotionnel de Rika vis-à-vis du village. Parce que, encore une fois, comme elle a passé 100 ans dans son délire à revenir encore et encore, à voir tout le monde mourir et à voir tout le monde devenir fou, et au fur et à mesure, forcément, à un moment, elle a eu confiance en une personne, en n'importe quelle personne qu'elle pouvait avoir confiance, et ils l'ont tous trahi, et forcément, t'as une espèce de détachement de ce que tu veux sauver, de ce que tu veux préserver. Il y a cette frontière entre l'égoïsme de Rika qui aimerait vivre sa vie tranquille, mais qui quand même se dit « j'aimerais la vivre avec mes amis ». Et du coup, t'as tout ce questionnement sur est-ce que je peux encore vraiment faire confiance à des gens que je sais qui peuvent me trahir à n'importe quel moment. Est-ce que je peux me baser sur notre amitié sur un jeu de hasard? Comment est-ce que je peux faire pour que tous les autres arrête de se faire manipuler, d'être des victimes? Parce qu'il y a aussi ça, le côté que Rika, à la base, sa quête, c'est certes pour survivre, mais c'est aussi en tant que... Elle peut aussi prendre le rôle de sauveuse, en fait. Et là, elle a tellement une apathie émotionnelle qu'elle en a rien à foutre de voir tout le monde crever, que tu te demandes encore, est-ce que c'est vraiment la gentille? Et je vais pas continuer 3 heures, parce que t'as plein de questionnements à se poser, que les épisodes font pas encore, mais que je pense qu'ils pourront être traités par la suite, et qui sont super intéressants, même si 10 épisodes ça risque d'être un peu court, on y reviendra à la fin. Et du coup sur la trame de fond, sur le concept que prend l'animé maintenant, j'ai rien à dire, mais maintenant j'ai envie de poser une question. Pourquoi c'était pas ça les premiers épisodes? Bon, peut-être pas l'épisode 1 parce qu'il faut représenter le contexte, tu fais un épisode résumé ou un truc comme ça, tu te fais une espèce de clip show. Franchement, tu fais un épisode 1, tu fais une espèce de clip show où tu vois même des images de l'animé précédent. T'as pas envie de t'emmerder les animés, c'est pas grave, tu reprends des images de l'animé précédent. Comme il n'y a pas le contexte, ça passera, c'est juste des images, on s'en fout. Tu représentes tout le contexte avec plein d'images de violence, comme la scène que tout le monde connaît avec le couteau dans la gueule de Rika. Tu nous représentes chaque personnage au travers d'un mini montage musical
avec Rika qui parle par-dessus et qui dit voilà ça c'est Keishi, il tourne fou mais il défie le destin, ça c'est Rena, voilà. En nous présentant leur passé, en nous présentant tout ce que tu veux qui est important comme contexte à partir du tome 6, du coup c'est mieux de faire partir à partir du tome 6, fin du tome 6, et ben tu nous fais ça, et ensuite tu fais que ça, c'est les épisodes 1 et 2. L'épisode 14 et 15 ce serait les épisodes 1 et 2. Et là, jamais j'aurais gueulé, je me serais jamais plaint. Ça aurait été génial, parce que là, on a gâché 13 épisodes, même s'il y avait des épisodes plutôt bons, encore une fois, je renie pas ça, mais même s'il y a des épisodes plutôt bons, mais je préférerais 100 fois un animé de 26 épisodes sur ce concept-là. Pourquoi ils ont pas commencé par là directement? Je comprends pas. Après, peut-être que, encore une fois, le scénario de Ryukishi tenait que sur 13 épisodes, mais si, et là ce serait le pire truc, si ils ont condensé son script bon, et du coup, je sais plus exactement s'il reste 24 ou 26 épisodes, mais en une dizaine d'épisodes à peu près, s'ils l'ont condensé en ça, alors qu'il aurait pu tenir sur beaucoup plus, parce qu'il y a énormément de thématiques à traiter, donc quand même, et qu'ils ont fait cette première partie juste pour le résumer, ça va rouler dans les brancards. Donc voilà, c'est dommage, on aurait pu commencer directement par ça, on aurait pu faire une histoire qui se base entièrement sur ça, mais ils ont préféré faire un résumé d'épisodes précédents. C'est dommage. J'ai même envie de dire, j'espère que dans quelques années, ils vont revisiter cette histoire-là en faisant un tome bonus Higurashigu. Au VN, j'entends évidemment. Qui du coup serait plus intéressant parce que t'aurais plus le temps de développer tes trucs et de faire ce que tu veux sans contrainte de production. Mais bon, je pense que j'en ai déjà suffisamment dit sur la narration, du coup on va essayer de voir comment est-ce que ça a été fait dans ces deux épisodes. Et je vais un peu moins me pesantir sur le détail parce que je viens de beaucoup parler là, mais pour la première partie. Globalement, c'est deux bons épisodes. Voilà, il y a des passages un petit peu en dessous, mais c'est deux bons épisodes. J'ai vraiment, devant, frissonné pour le... Mais c'est pas du frisson comme j'ai pu avoir dans les derniers épisodes où c'était parce que l'animation était bien meilleure, parce que ça se reposait sur des scènes que je connaissais déjà. Là, c'était avec des scènes originales, et ils ont réussi à me faire frissonner. Bon, peut-être pas si original que ça, et un petit peu fanservice, mais on va y revenir. L'épisode 14 est génialissime. Alors, il s'ouvre sur Oishi. J'avoue que j'avais pas du tout imaginé la scène comme ça, je pensais qu'ils étaient vraiment entre eux, près du temple, près de Sherika, donc, et qu'ils attendaient que Satoko et Keishi. C'est pas ça, ils sont avec le comité, il y a Oishi qui arrive, qui dégaine son flingue, qui prend Rika par la gorge avant, et qui dégaine son flingue, qui tire un peu sur tout le monde et qui fait une scène pas très jojo. Du coup, on a la confirmation que Rena était pas en train de mentir. Par contre, il y a une autre interrogation qui me vient dans la scène. Pourquoi Satoko s'est fait tuer? Parce qu'il disait bien dans l'épisode 13, si je dis pas de conneries, que Satoko s'était fait tuer par Oishi. Le truc c'est qu'elle arrive après les faits, c'est pas genre elle arrive en courant et t'as Oishi qui arrive derrière et qui du coup lui met une balle. C'est... il a l'air en plus d'être revenu de chez Keishi, de chez l'oncle à Satoko, de la maison de Satoko tout simplement. Parce qu'il a la batte de baseball dans les mains. C'est bizarre parce que Satoko, bon on peut imaginer qu'elle s'est cachée dans un buisson et qu'elle était là, non, pardon, etc. Après avoir assisté à la scène de l'épisode 13, et que Oishi a eu le temps d'y aller en étant infecté pour récupérer la batte de baseball, mais c'est pas extrêmement cohérent. Ils auraient dû se croiser, il aurait dû se passer quelque chose, et si elle l'avait vu, elle l'aurait forcément vu si elle était à côté, et elle lui serait pas venue. Donc c'est encore un peu bizarre la situation. Autant les situations de fin précédentes, c'était flou, mais dans le sens où ça s'expliquait par des éléments qu'on a déjà vu dans le VN, là c'est flou, mais dans le sens où même en ayant le contexte du VN, il y a des trucs qui collent pas vraiment. Bon du coup on confirme que Rena, Shion et Mion sont en dehors du délire vu que Shion et Mion se font tuer et que Rena est en mode sur un plan qui... J'avoue ce plan m'a vraiment fait frissonner. Alors c'est paraît être rien mais on n'a pas encore vu Rena être vraiment en mode hyper vénère protectrice envers ses amis. Et là voir Mion se prendre une balle avec cette espèce d'arrière-fond rouge moche, ça aurait été beaucoup plus sobre et solennel si Oishi lui avait tiré dessus avec un fond normal quoi, mais bon pourquoi pas. Et Rena qui passe avec sa tête de ah c'est pas possible. Il y avait une sincérité dans cette scène où rien que ça rend supérieur à ce qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. On va pas parler d'animation parce que l'animation est vraiment statique. Dans cette scène j'ai vu effectivement c'est pas mauvais encore une fois, mais ils utilisent beaucoup la technique de on a une image fixe qui semble avoir de l'expressivité, et qui en a dans le dessin, c'est assez expressif, mais on fait trembler la caméra en faisant un zoom ou un travelling ou un... Bon c'est pas une vraie caméra mais vous avez compris ce que je voulais dire.
Mais bon, quelque part, je comprends que ce genre de scène soit dur à animer, surtout quand on a 1, 2, 3, 4, 5 à faire dans 2 épisodes d'affilée. Mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est à partir de ce début d'épisode qu'on se centre vraiment sur Rika et qu'elle sera le sujet de l'épisode 14 qui est vraiment très très bien. Comme j'ai dit, c'est la deuxième partie, enfin, pas la deuxième partie, mais les 15 dernières minutes, donc si on accepte la scène avec Koichi, quoi, sont vraiment excellentes. Déjà parce qu'on nous présente la relation Hanyu et Rika qui, je trouve, marche plutôt bien dans les dialogues. Alors on reprend des éléments comme Rika qui boit du vin et Hanyu comme elle ressent le goût de Rika, comme elle est liée à elle spirituellement, elle préfère les choux à la crème. Voilà, c'est un petit détail mais ça marche. Et le côté, bah, ça fait un peu tire-larme c'est vrai, mais le côté m'abandonne pas, etc. Elle suppose des choses, comme j'ai dit, c'est là que t'as vraiment le plus de prémices des thématiques de Rika. Il y a Hanyu qui dit tu n'es plus une enfant, mais tu comprends. On peut le comprendre dans le sens, vas-y, je t'ai donné les clés, débrouille-toi toute seule, je peux plus être là, je peux plus aider moi. Mais tu peux le comprendre aussi comme tout ce que j'ai dit sur la thématique à propos de Rika et de son voyage interminable. Bon, va falloir en parler à un moment donné, ce coup du Hanyu qui sacrifie sa vie pour donner à Rika le pouvoir de se rappeler de ses morts. En fait, je sais pas trop quoi en penser, parce que quelque part, on peut dire, ah, mais pourquoi il a pas fait ça mon con, surtout qu'elle donne un ultimatum dans le tome 7, limite, en mode, attention, hein, je pourrais plutôt revenir dans le temps après si tu te fais encore buter. Mais voilà, et ça enlève un peu de l'enjeu, encore une fois, de l'histoire qui était que Rika devait avoir une volonté suffisamment forte et être aidée de ses amis pour se souvenir de ce qui se passe. Voilà. C'était un peu la base la fin du tome 7 et le début du tome 8, c'était ça, enfin le début, si on accepte le passage des fragments. Mais je pense que c'est une facilité qui en fait n'est pas forcément obligatoirement rétroactive. Parce que bon, on est dans une série What If, donc on peut tout à fait supposer que dans la série principale, Hanyu n'a pas ce pouvoir. Alors ça fait un peu excuse de merde pour légitimer ce que tu veux évidemment, mais je rappelle qu'on est dans un spin-off suite alternative d'un VN qui a 15 ans. Alors il est un peu remis au goût du jour aujourd'hui. Mais globalement, est-ce que ça impacte vraiment le lore de savoir que Hanyu avait ce pouvoir-là? Tu pourrais me dire qu'elle a beaucoup plus de pouvoir, mais qu'elle est obligée de se sacrifier pour ça dans d'autres histoires. Ça me gênerait pas forcément, c'est plus une astuce, voilà, pour amener à une situation différente. Comme le coup de l'épée. Le coup de l'épée, on peut aussi supposer que dans les autres machins, elle n'existe pas cette épée. Parce que c'est le cas, à la base dans le VN, il va pas me faire croire qu'il avait prévu ça depuis le début, en mode ah, il y a une épée, machin. C'est un peu faire ce qu'on veut avec l'univers, mais si c'est pour raconter une bonne histoire derrière, ça me dérange pas forcément. Surtout dans un VN où la cohérence, le canon, est défini assez aléatoirement. Hein. On sait que la Rika qu'on suit représente le canon absolu du VN, mais que derrière, t'as aussi toutes les possibilités de timeline extra-dimensionnelle, extra-parallèle, que même le monde du puzzle... je parle même pas des fragments en termes des timelines parallèles, je te parle aussi du monde du puzzle, peut avoir plusieurs timelines avec les voyages alternatifs ou tout ce que tu veux. À partir de là, les incohérences, si c'est pour justifier une bonne histoire, ça me dérange pas. Bon, les incohérences dans l'histoire, c'est un peu plus con, mais là, ça fait du sens. Ça fait du sens parce que du coup, le reste de l'épisode va reposer entièrement sur deux choses. Déjà, le fait que Rika va aller voir cette fameuse épée qui tue les gens qui ressuscitent, donc les immortels, hein. Grossièrement c'est ça. Comment il l'a fait dans le truc? Machin démonicide. Le nom est assez classe. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, mais je me souviens plus du nom, mais il est assez classe. Et qui du coup, Rika va aller dans le temple, regarder dans la statue, trouver le petit fragment, voilà, qui est le seul reste de l'épée, donc en mode symbolique. Ah, même l'épée qui tue les morts, ton seul espoir de sortie n'est plus qu'un petit bout comme ça. Va falloir y faire attention, hein. 10 € elle le perd. Voilà. Et du coup, le petit fragment qui du coup lui permettrait de se suicider. Et en parallèle de ça, alors qu'elle était prête à le faire, il y a Keiichi et les autres, et ça c'est assez surprenant quand on voit l'épisode 15 derrière, c'est Keiichi et les autres qui n'ont pas l'air d'avoir un grand rôle, ont l'air de faire leur délire, genre ouais, allez, on lui club, et Keiichi qui fait un moment, non c'est notre amie, elle a pas l'air bien, il faut qu'on l'aide. C'est un parallèle un petit peu à la con, mais quand ils vont la chercher dans le temple, en croyant juste que c'est une partie de cache-cache, et qu'ils lui gueulent, les phrases qu'ils lui gueulent, je sais plus exactement c'est lesquelles, mais tu les prends dans le contexte où ils sont au courant de tout, et au courant qu'ils vont mourir au courant de la condition de Rika, ces phrases-là,
bah ça marche aussi, c'est genre on n'abandonnera pas, je promis la prochaine fois on te trouvera. Oh putain, moi je vais abandonner par contre. Oh, je vais me calmer, je vais arrêter de beugler. Bref, les phrases en mode ouais on n'abandonnera pas, on continuera jusqu'à ce qu'on te trouve. Ah, c'est un peu. J'imagine qu'en japonais le dialogue doit rendre plus intéressant parce que là c'est la traduction littérale, c'est on te trouvera, mais j'imagine que ça doit donner quelque chose d'un peu plus parallélisant entre guillemets, voilà. Oui, donc voilà, Rika qui du coup est prête à abandonner, mais ses amis, même sans qu'elle leur demande quoi que ce soit, juste parce qu'elle a l'air pas bien et qu'elle a l'air de se faire du mouron et qu'elle a l'air de leur, enfin qu'elle leur en parle sans leur en parler, si vous voulez, c'est genre elle a des problèmes, on sait pas trop ce que c'est, mais on comprend que c'est grave quand même et elle a envie qu'ils les aident, mais qu'elle sait que ça ne servira à rien parce que encore une fois, elle s'est fait tuer malgré la présence du tome 7. C'est un peu le seul moyen que je vois de sauver un peu les épisodes 11 et 12, c'est le fait d'avoir intégré le tome 7 là, qui est du coup le tome de l'espoir, de la retrouvation de l'espoir, ça se dit pas. Et de l'avoir quand même fait perdre ce monde-là, ça rend ses espoirs un peu caduques. Ça rend pas les épisodes bien, hein, voilà, le tome 7 sans contexte, c'est nul à chier, mais ça a un sens. Ça a un sens. Dans l'exécution c'est 0, mais ça a un sens. Et du coup t'as la fameuse scène des 5 essais, c'est-à-dire qu'elle est prête à se tailler la gorge parce que c'est bon, elle a perdu Hanyu, elle a perdu le monde du tome 7, elle a tout perdu, tout ce que tu veux. Et du coup, elle se retrouve dans une situation où elle a plus aucun espoir. Mais du coup, Keishi et les autres arrivent à ce moment-là, et même en n'ayant pas conscience de la situation, juste parce qu'ils ont envie d'aider leurs amis, et parce que c'est ça qui est fort aussi, c'est le fait que Rika change d'avis, même pas parce qu'elle leur en a parlé, même pas parce qu'ils sont prêts à les aider de manière extra. Elle sait que peu importe ce qu'elle fait, ils seront là. Voilà, s'ils gardent leur raison et qu'ils sont pas victimes de la malédiction, eh ben, ils seront là pour l'aider. Et c'est ça qui lui donne espoir. J'imagine que ce sera plus exploité par la suite, hein, Rika qui va se rendre compte, etc. Et encore une fois, c'est une scène qui paraît l'air de rien, mais tu la prends un petit peu dans le contexte, tu la replaces dans le contexte du VN, bah, c'est une scène qui en soi est assez subtile et assez forte, je trouve. Et on enchaîne directement sur l'épisode 15, alors je passe sur la partie de Mahjong. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette scène là, je pensais au début que c'était juste une excuse pour réintroduire Oishi et donc Akasaka, mais d'ailleurs je me suis trompé, là pour le coup je me suis trompé, Akasaka a son rôle, je m'attendais pas à ça mais voilà. Je pense aussi que cette scène du Mahjong en fait est finalement faite pour déculpabiliser entre guillemets Oishi, parce que tu vois que le mec, bah on l'a pas vu, alors on l'a vu laisser les autres aller aux services sociaux, mais c'est plus par son sens de la justice ça. Et là on voit plus son côté humain derrière, que depuis le début de la série. Par contre, il est tout le temps là à souffler dans l'épaule des gens et à faire ah c'est toi le meurtrier, c'est toi le meurtrier. Et surtout, l'épisode précédent on l'a vu tuer tout le monde. Et je pense que cette scène là est un peu là pour le déculpabiliser et faire comprendre bien au spectateur, encore une fois, que c'est ni Oishi, ni Keishi, ni Rena, ni Shion, ni Mion, ni personne qui tombe dans la folie. Le problème, c'est plus général que ça. C'est une folie générale avec le syndrome. Voilà, j'ai dit que je spoilais. Hein. Et donc, Incoming Akasaka, j'ai du mal avec son design. Voilà, c'est une interprétation différente et encore une fois, il y a le côté interprétation des sprites, Sakapatate, tout ça. Mais pour moi, Akasaka est vraiment beaucoup plus stock que ça, et même ça fait beaucoup plus de sens qu'il soit beaucoup plus stock. Là c'est une crevette, quand il dit je suis des forces spéciales, je me suis beaucoup entraîné, etc. Le mec il est censé faire du kung fu, il est censé mettre une branlée au maître dans Kill Bill, le mec, hein, tellement il est balèze. Il met des branlées à 50 gars surentraînés dans certaines scènes. Et là c'est une crevette, mais c'est pas grave. Et du coup on le revoit, on voit comme d'habitude Rika qui à chaque fois qu'elle le voit elle est là, mon sauveur. Et il y a la meilleure transition de tout l'animé jusque là, que personne n'allait venir, vraiment. Alors là, en soi on peut voir venir le fait que ce qui va arriver quand tu comprends un peu là où l'épisode veut en venir, mais cette transition là avec Rika qui est la Nippa, et ensuite tu la vois dans la même
avec la même place dans le cadre, le même truc, mais sauf qu'elle s'est fait déchiqueter, ses yeux sortent de ses orbites, etc. Elle est en train de crever sur le sol, et que Akasaka a un couteau et est en train de rire comme un fou. Il y a une transition, honnêtement, je m'y attendais pas. En termes de réalisation, c'est assez surprenant et c'est simple, mais ça marche. Bon, le seul problème avec Akasaka avant de partir dans les joyeusetés, c'est le fait qu'il expose texto son background. C'est genre, ah Rika, tu m'as aidé à sauver ma femme il y a plusieurs années alors que j'étais venu en mission à Inamizawa. Voilà, il fait un monologue comme ça pendant 5 minutes et après c'est bon, on connaît Akasaka, c'est parti. Je comprends que ce soit, comme ils n'ont pas fait de tome 4, c'est un peu dur de le réintroduire, mais bon, à ce compte-là, tu joues sur le fait que tout le monde le connaît, tu fais pas. C'est pas grave. Et comme je viens de le dire, Akasaka est complètement tourné Narvalo et se gratte le cou. Il croit au coup des parasites. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'on verra à chaque fois qui est différent, que je trouve qui est intéressant dans les épisodes. Dans l'épisode, c'est le fait qu'à chaque nouvelle scène, les personnes croient à un mal différent. Du coup, c'est même pas genre, c'est même pas précalculé en fait de la part d'une personne. Tu peux pas deviner d'où vient l'origine du mal parce que le mal est tellement divers dans les formes qu'il prend que voilà. J'ai pas grand chose à dire en fait sur les 3 scènes qui vont suivre, c'est-à-dire que on voit Akasaka tuer Rika pour le côté je croyais en lui, mais vraiment c'était quasiment la dernière carte en main qu'on avait, et qui du coup pas aidé plus parce qu'il finit par tomber dans la folie et par tuer Rika aussi. Premier essai perdu du coup. La mère de Mion et de Chion, j'oublie tout le temps son nom, je suis désolé, qui du coup tourne complètement Narvalo. J'essaie de supposer le contexte mais c'est un peu compliqué. Et du coup on voit la mère de Mion et Chion qui a un katana qui décapite tout le monde. D'ailleurs je crois qu'on n'a jamais vu de scène de décapitation dans les Higurashi encore une fois. Et la dernière où Kimiyoshi, putain j'ai oublié son nom à lui, traîne Rika sur le sol et la balance au fond du fleuve. J'ai pas grand chose à dire sur ces scènes là en termes d'histoire, c'est-à-dire que ça parle d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle peut avoir ni confiance en les Sonozaki, ni en Kimiyoshi, ni en Akasaka, bref, en personne, même les personnages qu'on a vus avant, les personnages du club, les personnages qu'on connaît à peine, elle peut avoir confiance en personne. Et c'est là que tu sens le côté fanservice de la scène, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de faire cette scène-là en fait. Ça c'est du bon fanservice, c'est un bon exemple de fanservice parce qu'en fait ils ont la scène, ils ont l'idée de la scène de base, en mode il faut que Rika se fasse tuer 4 fois, donc qu'elle grille ses 4 essais et qu'elle perde complètement espoir. Du coup ils se sont demandé qui est-ce qu'on allait mettre, bon je sais pas, on reprend l'histoire du tome 6 peut-être, tiens pourquoi pas, ou un truc comme ça, non, ils se sont dit plutôt tiens on va utiliser les persos qui n'ont jamais tourné Narvalo dans le VN, Kimiyoshi, la mère de Mion et Chion, etc. Je trouve, alors autant Akasaka j'ai trouvé un peu quelconque en fait parce qu'il se contente de rire comme un fou et l'animation est pas terrible. Alors le dessin est bien mais l'animation est vraiment pas terrible quand il se gratte là, tu vois que c'est tellement statique, il fait comme ça là. Voilà. Et même quand il bouge le cou c'est genre... J'essaie d'imiter un JPEG qui bouge, c'est n'importe quoi. Mais oui, voilà, c'est ce que je veux dire, globalement, c'est un JPEG qui bouge, tu sens, dans les flammes en 3D en plus, évidemment. Par contre, les images de Rika qui se fait massacrer sont étrangement beaucoup plus dessinées, mieux dessinées. C'est assez ouf. Mais c'est pas grave. Et voilà, un peu quelconque Akasaka, moi je m'en fiche un peu de voir ce personnage tourner Narvalo. Par contre, Kimiyoshi, qui c'est con, mais en fait l'animation est pas meilleure, sauf qu'en fait il bouge dans tous les sens, on dirait un insecte. C'est vraiment, on dirait il fait en plus avec sa voix d'insecte, on dirait un insecte avec les yeux blancs et des trucs comme ça. Il m'a fait vraiment penser à une espèce d'animal microscopique qui est en train de s'étriper lui-même, et qui est un peu moins sauvage que le reste. C'est assez ouf. Et puis même, on n'a jamais vu Kimiyoshi aussi en colère. Il y a des passages où on le voit complètement affolé, mais en fait il n'y a pas de sprite dans le VN, de ce que je me souviens, où il est complètement en colère, complètement fou. Et du coup c'est assez trippant quand on connaît le personnage. Ce que j'aime un peu moins dans sa scène par contre, c'est que tu as une image quand il y a Rika qui est à ses pieds, attaché à un rocher sur le bateau. Il y
un filtre gris dégueulasse sur l'image, ça m'a rappelé le premier animé, j'étais pas bien, là j'étais là, non, tu mets de la couleur, tu t'as mis beaucoup de couleur dans les scènes précédentes, même la scène précédente que je garde pour la fin parce que pour moi c'est la meilleure des trois premières, des trois qui sont juste là pour faire service quoi. Et bah c'est là, par contre il y a un filtre gris dégueulasse alors qu'avant ils ont plutôt conservé toutes les couleurs etc. Donc, moi j'étais pas content, c'était peut-être pour aller avec le côté du marais qui est marron gris moche, mais non, je suis pas d'accord. Et la scène que j'ai trouvée la plus badass, c'est la mère de Mion et Chiant du coup, qui elle a pas un regard complètement fou, mais qui est en mode plus stoïque à se gratter et à faire c'est une yakuza, et du coup la voir se battre au katana, à massacrer tout le monde au katana, j'ai trouvé ça plutôt stylé. Voilà, je suis pas forcément fanboy katana, moi dans les animés, c'est pas forcément l'arme qui m'enjaille le plus, mais là, dans le contexte du personnage, qui est censé être une ancienne yakuza, qu'on voit que sa mère, Oryos, a une épée, bon on sait pas si elle se battait à l'épée, mais on nous montre bien qu'elle a une épée dans le VN, et ben voilà, c'est plutôt cool. Comme j'ai dit, il y a le coup de elle coupe la tête de Mion qui... un truc qu'on n'avait pas vu, ça par contre, je n'ai vraiment pas souvenir de me souvenir de tête coupée dans l'histoire de base, la tête à Rika aussi du coup. Et pour finir, la dernière scène qui est aussi est moins fan service en fait, mais raconte plus de choses je trouve, parce que on a le côté dans la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire c'est Keishi qui est fou, donc le truc de base, hein, voilà, c'est vraiment, tu veux faire une histoire tome de base dans Higurashi, Keishi devient fou. Mais déjà, on a cette espèce d'inversion avec le tome 6, c'est-à-dire que tu le vois dans l'Angel mort, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans cette scène. C'est subtil, mais il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Déjà, on a cette espèce d'inversion du tome 6, où c'est Rena cette fois-ci qui combat Keishi avec un truc, et Keishi qui est là, ouais, on s'éclate trop, ça me rappelle les jeux du club, etc. Et Rena qui fait non, c'est pas amusant, on va mourir, etc. C'est clairement une inversion du duel dans le tome 6, sauf que ça se passe à l'Angel mort. Et du coup, t'as ce côté, voilà, même la première scène où Keishi défie directement le destin et où il fait à Rena arrête, et il arrive à contrer le destin et à tendre son poing vers l'horizon et à faire la prochaine fois, on s'en sortira. Voilà. Et bien, même cette scène-là, elle est désacralisée dans le bon sens du terme parce que Rena, tu vois Rena se faire exploser salement avec ses yeux qui sortent de ses orbites. Voilà, ça c'est le truc qui m'a un peu marqué dans l'épisode, c'est que par deux fois t'as les yeux qui sortent des orbites. Voilà, chaque scène a son petit bonus avec Kimiyoshi insecte, les têtes coupées. Il y a aussi le côté Angel mort, où j'avais pas compris ça la première fois que j'avais vu l'épisode en anglais, mais en fait t'as Rika qui dit à un moment donné putain de merde, j'ai même plus aucun endroit où être un petit peu tranquille, parce que ça se passe à l'Angel mort, c'est pas dans une scène importante, c'est juste... ça pourrait être pendant le concours de dessert quoi, et t'as Keishi qui pète un câble et qui tue tout le monde à ce moment là, alors que c'est très très tôt, parce que l'épisode insiste beaucoup sur les dates aussi, ça se passe vraiment quelques jours après sa résurrection, même le jour même il me semble, dans le cas de la dernière mort. Et du coup, Rika qui perd ses amis, Anyu, ses espoirs, qui perd confiance en tout le monde vu que même Akasaka l'a tué, que les Sonozaki se retournent contre elle, que Kimiyoshi aussi, qu'elle n'a plus aucun allié, même ceux même les seuls adultes en qui elle pouvait avoir un minimum de confiance parce qu'ils sont soit des clans, soit ils l'ont, entre guillemets, ils ont participé à son éducation, ce que tu veux. Bref, c'est ses proches quoi. Et là, elle a même plus le mini temps de repos qui faisait qu'elle pouvait bien s'amuser avec ses amis avant d'y passer. Voilà. Et du coup, la situation est foutue. Il n'y a plus aucun échappatoire, plus aucun. Donc si là doit y avoir mort de Rika, non seulement il y a mort définitive, mais en plus il y a mort dans un contexte où c'est même pas elle abandonne, si on lui laisse même plus le choix quoi. Parce que si elle y revient, elle sait que si elle claque des doigts, elle risque de se faire quasiment buter instant et de mourir encore. Donc voilà. Et dernier détail commun aux trois scènes cette fois-ci, c'est l'apathie de Rika qui est exposée dans ces scènes et qui marche plutôt bien dans le sens où les trois premières scènes, elle est en mode... elle est un peu déçue qu'Akasaka, elle est choquée, tu la vois comme ça sur le sol en train de faire... et puis après elle fait... Bon finalement, bah écoute, si Akasaka va pas me sauver, allez bute-moi et qu'on en finisse.
Ensuite, contre la mère de Mion et Xion, j'ai oublié son nom. Elle est en mode, de toute façon, depuis notre naissance, on est touché par une malédiction, mais pas la même de l'une à l'autre, etc. Donc vas-y, finis-en, s'il te plaît. Et quand elle est contre Kimiyoshi, elle est carrément en mode, putain, tu me fais chier, tu peux terminer ton discours quand tu m'as tué, s'il te plaît, j'en ai marre, là, ça fait mal, je galère, je suis attaché, est-ce que tu peux faire tes rires intérieurs, tes rires de fou, et finir ton dialogue après m'avoir balancé dans le lac, merci. Et la dernière, tu la vois complètement choquée sur le siège parce que c'est pas anodin d'avoir choisi Keishi. C'est le truc de base, mais c'est pas anodin. Parce que Keishi, je rappelle, dans l'histoire, c'est quand même celui qui arrive à défier le destin. C'est le seul. Bon, les autres le font, mais c'est parce que Keishi les a poussés au cul. C'est le base. Et là, tu le vois plus bas que jamais. Tu le vois même pas affolé, paniqué, trucs comme ça. C'est genre, je veux tuer tout le monde parce que pour ma gueule, j'en ai rien à foutre. Donne-moi le remède, sinon je te fume. Et je m'amuse en tuant des gens. Il est même plus dans un état de parano, il est dans un état de bordel, nique sa mère, je tue tout le monde, ça me fait marrer. Et en mode un peu cannibalisme à la fin, parce que du coup, Rika fait le remède est dans ma tête, il va falloir manger ma cervelle si tu veux guérir. Et j'ai trouvé que le dessin, pas l'animation mais le dessin, encore une fois, était vraiment très bien dans cette scène. T'as des têtes que Keishi n'a jamais fait. Et il y a un moment où il lève sa batte et fait décaler des mêmes images, mais en plus transparent pour donner l'impression que la vision se trouble. Et t'as Keishi qui mord son cou et là, tu sens que celui-là il va faire mal. Et t'as Rika qui ferme les yeux, qui fait son monologue intérieur et qui fait oh, j'aimerais tellement une vie quotidienne à l'académie. Et réveillée. Et quand elle ouvre les yeux qui sortent des orbites et fin de l'épisode. C'était des scènes assez intenses. Voilà. L'animation, encore une fois, est pas exceptionnelle, mais c'est des scènes qui sont relativement intenses, de par ce qu'elles racontent déjà, mais aussi dans toute l'esthétique, le dessin, la mise en scène, les choix qui ont été faits. Ces épisodes étaient vraiment très bien. L'épisode 15, un peu moins, parce que il met quand même longtemps, du coup, les trois quarts des scènes, c'est genre, vas-y, on insiste sur le fait que Rika a totalement abandonné, qu'elle a plus aucun espoir. Les scènes étaient vraiment très cool et kiffantes. Je pense que j'ai proportionnellement plus kiffé l'épisode 15 en termes de fanboyisme, mais par contre en termes d'histoire, le 14 est un peu meilleur parce que c'est lui qui présente tout le contexte, etc. Et je pense que la suite a beaucoup de choses à exploiter, mais comme je l'ai dit, en 10 épisodes, une dizaine à peu près d'épisodes, ça va être compliqué. Bon, je vais pas revenir sur ce qui peut être traité après, parce que la review fait... Enfin, l'enregistrement en tout cas, déjà ça fait plus d'1 heure là. Et que surtout, en fait j'ai envie d'être surpris. J'ai même pas envie de faire des spéculations, j'ai envie d'être surpris, de voir comment ça a été fait, de pas forcément en attendre trop, parce que... Voilà, c'est même si t'as Ryokishi derrière, tu le sens cette fois-ci, tu sens que Ryokishi est derrière, qu'il a tenu ses personnages, parce que jusque dans leur petit dialogue, dans la façon dont il a pu superviser la mise en scène, etc. Et dont il a supervisé le script, et tu sens que t'es pas en face du même traitement de personnage. T'es en face du mec qui les a créés, qui les aime et qui sait comment les rendre attachants et les rendre humains en une demi-seconde, surtout auprès de la fanbase. Et j'espère juste que ça va continuer, qu'on va avoir une histoire vraiment prenante, si les personnages sont vraiment prenants, parce que même en me disant que cette fois-ci, bon, on est passé sur le visual novel comme base de l'animé, parce que si t'as pas vu ce visual novel, tu comprends aucune scène des épisodes 14 et 15. Vraiment, c'est qui Hanyu, c'est qui Rika, c'est qui machin, il t'explique vite fait, mais t'as pas la portée émotionnelle, donc... Mais même en se basant sur ce que je sais et sur ce que j'ai vécu dans le VN, j'aimerais quand même que l'animé arrive à me faire revivre ça et nous faire ressentir tout ce qu'on a pu ressentir en voyant les personnages s'extirper de leur destin. Voilà, au-delà de Rika. Du coup, pour la suite, il reste un essai. J'imagine que ça va pas être le seul essai, hein, que durant ce dernier essai, elle va complètement abandonner et rester chez elle en mode ah, je sèche tous les cours, etc. Et qu'on va avoir un peu du coup une reconstruction façon tome 7. Ce qui ferait pas beaucoup de sens en fait, parce que non, en fait ça marcherait pas maintenant que j'y réfléchis, parce que effectivement, si c'est pour refaire le tome 7 après nous avoir mis ça, c'est pour exploiter une idée, mais ça va pas plus loin que ça. Donc je sais pas trop. Est-ce qu'elle va abandonner direct, se dire c'est bon, 4 essais sur 5, c'est pas le 5ème qui va faire quelque chose, hein. Non, voilà. Ou est-ce que ça va aller au-delà de ça? Est-ce qu'on va s'intéresser à la couche extradimensionnelle? Est-ce qu'il va y avoir autre chose que Hanyu ou un nouveau personnage carrément, peut-être?
Je sais pas, en vrai, je fais pas de suppositions sur le méchant par contre, ou sur ce qui pourrait arriver mal, parce que pour moi c'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'est-ce qu'on nous raconte avec cette base de tout le monde devient fou vraiment rapidement, vraiment la situation se dégrade de plus en plus. Qu'il y ait un nouveau méchant, que ce soit le même ou quoi, on verra comment c'est traité, mais j'en attends pas spécialement énormément. Peut-être qu'on aura une nouvelle intervention de Hanyu, voilà, qui s'est sacrifié mais qui a pu laisser une image rémanente encore de son truc, parce que je rappelle, ça c'était pas la dernière image rémanente de Hanyu, enfin pas la première en tout cas qu'elle a fait, donc c'est possible qu'on la revoie, hein. C'est possible que le club reprenne quand même un certain rôle et revienne en force malgré le fait qu'on nous les ait présentés comme inutiles. C'est triste à dire mais c'est le cas. Et je m'arrête là. J'ai mal à la gorge, il est je sais pas quelle heure là, j'ai faim, je m'arrête là, je fais pas plus de suppositions. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Dites-moi si vous en attendez plus, si vous spéculez, si vous en foutez, si vous voulez juste attendre que ça se passe et que... Est-ce que ces épisodes ont réussi à vous remotiver un peu peut-être, je sais pas. Et est-ce que vous avez espoir pour la suite? Moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui devrait normalement être le c'est bon, j'ai vu. Enfin, normalement c'est le prochain, hein. Genre en 2 semaines j'aurai avoir quand même le temps. Et là j'en avais pas trop parce que c'était mes examens de milieu d'année. Mais là je devrais avoir plus de temps. Et du coup je vous dis ciao. C'était Griff. Salut.